Le climat, c'est un sujet où on a souvent l'impression que tout est dit, que la science est unanime, n'est-ce pas? Mais alors, que se passe-t-il quand un scientifique de très haut niveau, quelqu'un qui était vraiment au cœur du système, vient tout remettre en question? C'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui en se penchant sur les arguments, disons-le assez provocateurs, du livre Unsettled du physicien Stephen Koonin. Et d'ailleurs, le livre s'ouvre avec une phrase qui frappe fort, directement. L'auteur, Stephen Koonin, ne se place pas en observateur extérieur, pas du tout. Il nous parle depuis l'intérieur, depuis le cœur même de la machine scientifique et politique américaine qui travaille sur le climat. Et attention, quand il dit ça, il a de quoi le prouver. Son parcours, franchement, il parle de lui-même. Jugez plutôt. Il a été sous-secrétaire à la science sous l'administration Obama, rien que ça. Scientifique en chef chez le géant pétrolier BP, où il s'occupait des énergies renouvelables. Et il a aussi été dirigeant à Caltech, une des universités scientifiques les plus prestigieuses du monde. Bref, on est loin, très loin du novice qui débarque. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'une personne avec un CV pareil en arrive à douter, à questionner le discours qu'on entend partout sur le climat? Eh bien, le livre, il présente ça comme un vrai cheminement personnel, une sorte d'enquête scientifique qu'il a menée pour lui-même. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'auteur explique qu'il a longtemps été dans le consensus, totalement. Mais il y a eu un tournant, un moment clé. C'était en 2014. Il a organisé un atelier, une sorte de stress test, pour éprouver la solidité de la science du climat. Et c'est cette journée de discussion très intense qui, apparemment, a semé les toutes premières graines du doute dans son esprit. Et ce qui est peut-être le plus troublant, c'est qu'il suggère qu'il n'est pas tout seul à penser ça. Pas du tout. Il raconte par exemple une conversation avec un collègue, un universitaire, qui lui aurait dit en privé « Je suis d'accord avec toi, mais je n'ose pas le dire publiquement », par peur en gros des conséquences pour sa carrière. Bon, maintenant, allons voir le cœur du réacteur, le cœur de l'argumentation du livre. Ce que Koonin affirme, pour le dire simplement, c'est qu'il y aurait un fossé, un vrai décalage entre les gros titres, souvent alarmistes, et ce que les données brutes, les données des rapports officiels nous disent vraiment. Allez, premier exemple concret, et il est assez frappant. Les records de chaleur. On entend tout le temps que les records de température explosent partout. C'est dans tous les journaux. Et pourtant, le livre, lui, affirme que si on prend les données les plus complètes disponibles, celles des États-Unis, eh bien, les records de chaleur journaliers ne sont pas plus fréquents aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a un siècle, en 1900. Ok, passons à un autre sujet chaud, si j'ose dire, les ouragans. On en parle tout le temps comme une preuve du dérèglement. Mais que disent vraiment les rapports officiels, ceux du GIEC par exemple, ou les rapports américains? Que disent-ils sur les pendances? Accrochez-vous, la réponse pourrait bien surprendre. Voilà ce qu'on peut lire tel que le livre le cite, directement des rapports officiels. Le point clé, c'est celui-là. Il n'y a tout simplement pas assez de certitude pour affirmer qu'il y a une tendance claire, détectable, dans l'activité des ouragans. Pour le dire autrement, le signal du changement climatique, s'il est là, il est encore complètement noyé dans le bruit des variations naturelles. Alors, forcément, la question se pose. Si les données sont aussi nuancées, pourquoi le message qu'on entend, lui, est si souvent, disons, catégorique et alarmiste? C'est là que le livre se penche sur ce qu'il appelle une rupture, une sorte de téléphone arabe dans la chaîne de communication de la science. Et selon l'auteur, il y a plusieurs responsables. D'abord, les médias, toujours à la recherche du titre qui va faire cliquer. Ensuite, les politiciens, qui ont tendance à simplifier la science à l'extrême pour que ça colle à leur discours. Et puis, et c'est peut-être le plus surprenant, même certains scientifiques, qui se retrouveraient coincés dans une sorte de dilemme. Cette citation d'un climatologue, Steven Scheider, que le livre reprend, résume parfaitement le problème. Il parlait d'un double dilemme éthique. En gros, c'est est-ce qu'on doit être totalement honnête et présenter toutes les nuances, toutes les incertitudes, au risque que personne n'écoute, ou est-ce qu'on doit simplifier le message, le rendre plus percutant pour pousser les gens à agir? Et l'auteur ne s'arrête pas là. Il utilise une image très très forte. Il parle d'une sorte de code du silence, un peu comme l'omerta de la mafia, qui pèserait sur la communauté scientifique. Une règle non dite qui découragerait les chercheurs de parler ouvertement des incertitudes, des zones d'ombre de la science du climat. Ok, donc après avoir décrit le problème, le livre ne fait pas que critiquer. Il propose aussi une solution pour, selon lui, réparer la science et améliorer la manière dont elle est évaluée et communiquée. Et sa proposition phare, c'est ce qu'on appelle les exercices Red Team. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un concept qui vient du monde du renseignement ou de l'ingénierie. L'idée est toute simple, on constitue une équipe, la Red Team, dont le seul but est de jouer l'avocat du diable. Elle doit attaquer un plan, une analyse, sous tous les angles possibles pour en trouver les moindres faiblesses. Et si on applique ça à la science du climat, ça donnerait quoi? Eh bien, imaginez une équipe d'experts indépendants, la Red Team, dont le travail serait de décortiquer et de critiquer de manière systématique les grands rapports, comme ceux du GIEC.
Leur mission, trouver les points faibles, pointer les hypothèses un peu fragiles, les conclusions incertaines, et ça forcerait l'équipe de base, la Blue Team, à bétonner ses arguments. Très bien, abordons maintenant la dernière grande partie du livre. Concrètement, on fait quoi? Face à un climat qui change, quelle devrait être la stratégie de la société? Alors, le livre met sur la table 2 grandes stratégies, 2 voies possibles. D'un côté, ce qu'on appelle l'atténuation. C'est simple, c'est l'idée d'empêcher le changement climatique en coupant radicalement les émissions de CO2. Une approche que l'auteur juge chimérique, quasi impossible à l'échelle mondiale. Et de l'autre côté, il y a l'adaptation. Là, l'idée est différente, c'est de se préparer, de s'organiser pour faire face aux impacts d'un climat qui, de toute façon, est en train de changer. Et l'auteur, lui, penche clairement pour l'adaptation. Pourquoi? D'abord parce que c'est une stratégie qui marche, que le changement soit d'origine humaine ou naturelle. Ensuite parce qu'elle est proportionnelle, on peut ajuster les efforts en fonction des besoins réels. Elle est aussi locale, ce qui est beaucoup plus facile à mettre en place politiquement qu'un grand accord mondial. Et enfin, et c'est un argument de poids, c'est quelque chose que l'humanité fait depuis des millénaires, s'adapter. Au final, ce parcours à travers les idées de Unsettled nous laisse avec une question fondamentale. Une question qui va bien au-delà du climat. Dans un monde inondé de données complexes, comment fait-on la part des choses? Comment est-ce qu'on arrive à distinguer la science pure, avec ses nuances et ses incertitudes, de l'histoire, du récit qu'on nous en fait?